This conference will now be recorded. Voilà, ça c'est le point de départ. Bienvenue à vous tous. Bienvenue aux deuxième session du workshop sur les innovations à Bruxelles. Je vous rappelle très brièvement les règles du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. À ce moment, c'est mes collègues qui vont lire la question et après avoir lu la question, je vais essayer de trouver une réponse. Si j'ai pas de réponse, on va vous répondre plus tard par mail. Veuillez garder vos micros coupés et vos caméras coupées, comme ça, ça n'interrompt pas le webinaire. Voilà, oups, non. Je vais essayer de le mettre en présentation. Voilà. Alors, pour ce webinaire, je vais rappeler les objectifs qui n'ont pas changé, bien sûr, du premier webinaire. On veut essayer de vous informer pour vous inspirer. On a pris quelques très bels concepts qu'on a trouvés à Bruxelles et on s'est limité à Bruxelles, comme déjà expliqué au premier webinaire, parce que on a trouvé trop de belles innovations déjà présentes sur le territoire bruxellois. Et avant d'aller regarder plus loin, en dehors de Bruxelles, en dehors de la Belgique, on s'avait dit, ben, ça a beaucoup plus de sens de d'abord présenter ce qui est proche, ce qu'on connaît, et surtout ce qui est adapté à la situation typiquement bruxelloise. C'est pourquoi qu'on a regroupé 40 initiatives dans les deux webinaires. Donc, on a vu 20 la première fois, la semaine passée. On va vous montrer encore 20 cette semaine. De toute façon, si vous avez raté le premier webinaire, il n'y a pas de souci. On a fait un vidéo du webinaire qui sera disponible sur notre canal YouTube et les slides seront aussi disponibles. Il faut juste nous envoyer un petit mail et on va les envoyer via WeTransfer à vous. Donc, toute la documentation restera là. Et si vous avez des questions, soit pendant le webinaire, soit après, il n'y a aucun souci de nous les poser. Ce qui sera un peu différent de la deuxième version, donc la version d'aujourd'hui, c'est que on va pouvoir tirer quelques conclusions. C'est des conclusions personnelles par rapport aux différents projets qu'on a retrouvés. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les points d'attention quand vous vous lancez dans un nouveau projet alimentation durable à Bruxelles. Et surtout aussi, comment est-ce que le secteur a évolué? Parce que il y a 10 ans, il y a 12 ans qu'on a commencé avec le rabat, le secteur était totalement différent que maintenant. On va y revenir tout à la fin, mais je pense pas que je vais vous surprendre en disant que la réalité aujourd'hui est beaucoup plus agréable, il y a beaucoup plus de produits, beaucoup plus de services au niveau alimentation durable qu'il y a 12 ans. Donc ça, c'est une bonne chose et les 40 projets qu'on va présenter, ils ont de toute façon contribué à ces changements. Alors, on est dans quel contexte? On est dans le contexte stratégie Good Food. Bien sûr, la première stratégie se termine doucement et il va être remplacé par une deuxième stratégie qui est pour le moment ou qui va être développée très bientôt. Il y a aussi le plan économique Be in Transition. Un plan économique, ça veut dire aussi que la plupart des activités qu'on présente sont des activités économiques, ce qui n'était pas le cas au début. Il y a 10 ans, on avait beaucoup de projets ONG, sensibilisation. Ça a fortement changé et le secteur alimentation durable est un secteur économique qui a un grand potentiel de créer pas mal d'emplois à Bruxelles et donc qui fait partie du plan économique Be in Transition. Le contexte financement, on ne va pas y revenir. J'ai déjà expliqué au premier webinaire, on a fait un webinaire exclusivement au niveau des financements, accompagnement possible pour les jeunes entrepreneurs. Si vous avez des questions par rapport à cela, veuillez nous contacter. On va vous envoyer les slides
et on va essayer de répondre à vos questions. Alors, on va tout de suite se retrouver avec les premiers produits innovants et on va commencer avec Palais, un fromage qui est 100% vegan, qui contient pas de lactose et pas de cholestérol, pas de gluten, mais qui est quand même délicieux. On a organisé un workshop sur les produits végétariens et végétaliens l'année passée avec les Rabat. On a eu la chance de pouvoir goûter les produits et c'est vraiment délicieux. C'est des produits à base de noix de cajou où on ajoute différents goûts, comme vous pouvez voir. Il y a le goût nature, mais il y a aussi mangue avec piment de chili. Plein de différents goûts. Un produit, je vais dire, très moderne. Quand on regarde l'emballage, très joli, des goûts avec des produits un peu exotiques. La mangue et le fromage, c'est pas une combinaison qu'on trouve facilement. Mais tout cela, c'est parce que on va dans un produit simplement plus innovant qu'un produit classique végétalien. La qualité est excellente et on peut les trouver dans plusieurs magasins, les magasins Bioplanète, Deleuze, Biofresh. Donc c'est aussi un produit qui n'est pas uniquement destiné à la niche des magasins bio, mais qui a déjà trouvé son chemin vers les grands supermarchés qui sont de plus en plus en demande des produits végétaliens, produits alimentation durable. Donc ça, c'est vraiment un bon produit qui est en quelques années à trouver sa place dans les grandes chaînes de distribution. Le deuxième, on parle d'une boucherie végétarienne. C'est pour une fois autre chose. On a plein de boucheries à Bruxelles, mais on n'a pas encore des boucheries végétariennes. Mais celle-ci est un des premiers. Projet très chouette, aussi un membre du Rabat qui essaye de combiner des protéines végétales avec des céréales, des plantes et des légumes de saison. Ils ont un grand gamme de produits avec des terrines, des rillettes, des pâtés, des saucisses, pain de viande. Enfin, en gros, ça ressemble vraiment à une boulangerie, mais avec, bien sûr, des produits végétariens, donc sans viande. Les produits sont disponibles via leur shop en ligne et il y a plusieurs partenaires déjà qui commencent à distribuer les produits. Également, comme Palais, très bon produit, bonne qualité, très savoureux et je vous conseille vivement de les goûter et de les utiliser. Bean Life, projet tout récent qui ont eu le prix GreenLab 2020. GreenLab qui est une sorte de compétition, accompagnement des jeunes startups à Bruxelles pour stimuler notamment l'innovation. Et celle-ci a reçu donc le prix GreenLab 2020 pour leurs tempeh artisanaux. Des tempeh, moi je le connais de ma jeunesse, c'était pas le produit, on va dire, qui avait le plus de goût, mais tout cela, de nouveau, avec toutes les innovations, ça a changé. Et quand on regarde les tempeh qui sont réalisés ici, ils sont nickel. Très savoureux à base de haricots noirs et de riz. Ils ont même un tempeh circulaire à partir de soja et des fibres de noisettes revalorisées. Donc, on pense pas seulement au concept végétarien, mais on fait une fusion avec les concepts d'économie circulaire. Vraiment un produit très innovant pour moi, qu'on peut déjà commander en ligne, qui est déjà livré à certains restaurants ou les consommateurs qui veulent le commander. Donc, on va dire, c'est que le début et je pense que ça va être un chouette produit où il y aura encore des autres versions qui vont suivre dans le futur proche. Simone a soif. C'est un produit qui est déjà un peu plus longtemps sur le marché, mais qui était un des premiers boissons non alcoolisées durables. À l'époque, c'était très difficile d'avoir des boissons belges bio. On avait quelques types de boissons style Bionade, mais qui venaient toujours d'Allemagne. Et Simone, qui a créé Simone à soif, elle a décidé
on peut faire ça à Bruxelles, on peut le faire avec des ingrédients le plus locaux possible. Et donc, ils travaillent avec que des ingrédients bio. Et en plus, ils ont des goûts un peu plus différents. On parle pas d'une simple limonade, mais on fait des goûts avec rhubarbe, lavande, pomme, géranium. On combine des légumes avec des fleurs ou des épices, concombre, menthe et le dernier, malheureusement, j'ai pas encore goûté, mais c'est cerise houblon. Je suis très curieux de le goûter. Tous les produits 100% naturels, peu de sucre, donc beaucoup moins de sucre que les sodas classiques, même que les sodas classiques biologiques, qui sont parfois très riches en sucre. Et donc, moi, je suis très positif par rapport aux produits qui essayent de réduire son impact écologique au maximum. Mais ils réalisent maintenant aussi que les productions locales ne suffisent pas et donc ils essayent de temps en temps ou ils sont obligés d'importer pour pas tomber en rupture de stock. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans certaines startups. Au moment que le produit fonctionne très bien, on doit avoir des plus grands volumes, mais l'approvisionnement doit suivre aussi et ça devient un peu plus difficile d'avoir un approvisionnement très très local. Maintenant, il n'y a pas de souci à ce moment essayer d'élargir, mais ça sera bien si la production agricole pourrait suivre aussi pour que les transformateurs et les créateurs des boissons comme Simone a soif peuvent plus facilement trouver des produits locaux à mettre dans leurs boissons. Brussels Beer Project. On a parlé dans le premier webinaire de Janine, qui est une brasserie-boulangerie avec des bières à base de vieux pain. Brussels Beer Project est la première bière à base de vieux pain, à mon avis, dans le monde. Ils ont eu énormément de presse par rapport à ce projet-là. On a eu pas mal de suivi aussi. J'ai vu des films de Jamie Oliver qui a fait aussi une bière qui s'appelle Toast à base de vieux pain. Et donc, c'est grâce à eux qu'il y a maintenant pas mal de produits ou de bières à base de vieux pain sur le marché. Où est-ce qu'ils sont venus là? C'est parce que c'est une brasserie, on va dire, expérimentale. Ils utilisent pas seulement du vieux pain, ils ont une bière à base de huîtres. Ils ont plein de différents produits où moi, au première vue, je me dis toujours, tiens, est-ce que cette combinaison bière, par exemple, avec huîtres, est-ce que c'est une bonne idée? Mais ils font toujours un bon travail. Ils arrivent à créer des goûts qui sont très bien aperçus par les consommateurs. Et ils ont un système de consultation avec les consommateurs qui est très intéressant aussi. Ils organisent des journées portes ouvertes où vous pouvez voter quelle est votre bière préférée et quelle sera la bière qui sera mise en production. Ils ont aussi des actions que vous pouvez acheter et qui permettent de recevoir, je pense, 12 bières annuellement pour le reste de votre vie. Donc, ils ont plein de différents concepts innovants, pas seulement liés à l'alimentation durable, parce que pas tous leurs produits sont, on va dire, un produit alimentation durable qui est bio ou à base de produits recyclés, mais qu'ils ont aussi ajouté une manière de vendre le produit, une manière de marketing, une manière de financer leur brasserie qui est très innovant et qui fonctionne très bien parce que la brasserie ne continue pas à arrêter de grandir. Le sixième, itinéraire bis gourmand, c'est une conserverie avec des techniques à l'ancienne de fermentation. Ils utilisent plein de différents produits au début de leur jardin. Maintenant, la production est un peu plus augmentée, donc ça va plus loin. Mais ils ont en gros un concept qui est basé sur et la vente de produits et des workshops de conservation de lactofermentation. Ils ont pas mal de différents produits. Vous voyez là betterave carotte, chou blanc carotte. Il y a des lactes en fermentation. Ils ont aussi commencé à faire des sirops, des confitures avec une stérilisation classique. Mais donc tout tourne autour de la conserverie et le savoir-faire de fermentation et autres techniques de conservation.
Héloïse, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux produits? Pas de questions? Oui, Rob, désolé, j'avais oublié de remettre mon micro. Ça va, ok. Non, très Il bien, y a je pas pensais que la connexion était non, coupée. il n'y a pas de question, il y a juste Caroline qui demande si tu n'as pas oublié de faire un focus sur la Babylone. Ben non, j'ai dit qu'il y avait une bière à base de vieux pain qui était la Babylone. Et j'ai pas mentionné la Babylone, mais je pense que cette bière-là de Brussels Beer Project est entre-temps déjà assez connue. Mais ceux qui veulent en discuter, ben on peut en discuter après le webinaire. Alors, on va au prochain groupe. Euh, on est dans... Oups, j'ai oublié la section. Innovation au niveau de service. On a Sky Farms. Vous allez peut-être dire, oui, mais est-ce que c'est un service? Oui, c'est un service. On ne parle pas d'agriculture urbaine parce que Sky Farms ne vend pas des produits agricoles. Il propose des services aux organisations pour la création de potagers, d'entreprises sur le toit, mais ça peut être aussi dans le sol. Ils font aussi la gestion et l'accompagnement des potagers. Ils font des conférences, des formations sur la thématique. Ils aident avec la conception de vos potagers et ils livrent le matériel que vous avez besoin pour tout installer. Donc, en gros, ils ont une solution pour tous vos problèmes si vous voulez installer un potager. On le voit de plus en plus au sein des entreprises que ils veulent faire un projet alimentation durable. Ils ont un espace sur le toit dans le jardin, mais ils n'ont pas le savoir-faire pour installer des potagers. C'est à ce moment que Sky Farms est venu sur le marché avec une solution toute faite. Et vous voyez là quelques photos de ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent aussi installer des serres et c'est souvent des projets qui sont très appréciés par les collaborateurs des entreprises. Surtout en été, ils ont un espace qui est agréable. Pendant leur pause de midi, ils peuvent soigner les plantes et ils sont accompagnés par les experts de Sky Farms. Donc c'est vraiment un nouveau modèle de business qui n'existait pas du tout il y a quelques années. On avait quelques potagers sur les toits, on avait quelques potagers d'entreprise, mais c'était souvent les collaborateurs d'entreprise qui géraient cela. Ici, il y a le savoir-faire qui est offert et donc un nouveau service, un nouveau métier qui est inventé par Sky Farms. Alors, il y a Marie-Noël qui demande si c'est uniquement pour les entreprises ou aussi pour les caractères durables ou autres associations. Non, je pense qu'il y a, peu importe quelle organisation qui veut installer un potager, ils peuvent faire appel à Sky Farms. Donc, la plupart de leurs clients sont des entreprises, mais ils sont, à mon avis, ouverts à travailler aussi pour des autres organisations, des ONG et même pour des particuliers. Shake It, c'est un concept catering très innovant parce que c'est à base de zéro déchet. Ils ont tout fait pour limiter leurs déchets et c'est un bon exemple d'entrepreneuriat féminin. C'est un groupe de plusieurs femmes qui ont commencé les activités et qui ont conçu ce catering quand même particulier parce qu'ils ont d'une partie des ingrédients issus de la récupération et de l'autre côté, ils essayent de limiter au maximum leurs déchets et de catering, mais aussi déchets d'emballage. Donc, ils travaillent avec des emballages réutilisables. Ils font des boissons fermentées à base de légumes et des fruits récupérés, des boissons qui sont délicieuses et qui sont tout à fait différentes de tout ce que vous pouvez vous imaginer d'avoir avec un repas classique. Ça vaut vraiment la peine déjà que pour les boissons d'une fois commandé du catering chez eux. Et après, ben, ils ont différentes offres à base des volontés ou des vœux du client. Ils ont à côté du service de catering, et on voit ça de plus en plus, des ateliers
qui sont destinés aux personnes qui veulent apprendre les techniques de conservation et les astuces zéro déchet. Et donc, leur business model est d'un côté basé sur le catering, mais de l'autre côté aussi sur ces ateliers qui permettent de sensibiliser les personnes intéressées dans les zéro déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire. My Healthy Box, ici on va du gaspillage alimentaire vers le côté santé de l'alimentation durable. Ils ont des repas qui sont destinés à des personnes qui veulent des repas sains. Tous les ingrédients sont mis en détail sur les produits. Ils ont un calcul des kilocalories, le pourcentage de sucre, protéines, etc. dans leurs produits. Et à terme, ils veulent personnaliser les repas qui va permettre de choisir, si vous voulez, 100 grammes de poulet, 120 grammes de poulet dans votre repas. Ça, c'est la stratégie, bien sûr, idéale, c'est de individualiser les repas parce que on sait tous que une personne à l'autre, il va manger un peu plus, il va manger un peu moins. Il y a des personnes qui aiment un peu plus de légumes, il y a des personnes qui aiment un peu plus de la viande. Et donc, My Healthy Box essaye de jouer avec ces besoins du consommateur et de s'adapter et adapter sa chaîne de production au consommateur qui devient de plus en plus exigeant. Ils livrent tous les jours. Ils sont pour le moment à 1000 repas par jour et tout est livré avec des véhicules 100% électriques. Ils ont multiples recettes et je vous invite de regarder sur leur site. Là, toutes les recettes, tous les ingrédients sont bien expliqués en toute transparence. Donc, un projet qui est sur le marché pour, on va dire, les consommateurs très exigeants qui sont très concentrés sur manger sainement. Vidya Ayurveda, ça va encore une étape plus loin que le projet précédent. Pour moi, c'est un espace qui est dédié au bien-être et qui est dédié à l'alimentation durable. C'est d'un côté un magasin où vous pouvez acheter des thés, des autres produits alimentaires toujours en lien avec la santé, mais ils ont aussi des machines pour faire vos propres jus à base de légumes, de fruits, et ils organisent des workshops. Ils ont des workshops en lien avec l'alimentation, mais aussi en lien avec des autres concepts santé comme la naturopathie, la médecine ayurvédique, etc., etc. C'est vraiment un espace qui est dédié aux personnes qui sont à la recherche pour la meilleure solution pour leur santé. Et c'est ça que je trouve très intéressant et très innovant par rapport à ce projet-ci, c'est qu'on ne doit plus aller à plusieurs endroits. Vous pouvez aller vers eux et ils vont essayer de vous guider, pas seulement avec vos achats alimentaires, mais aussi avec des conseils pour manger équilibré et avec même l'achat des nouvelles machines pour faire vos propres jus et vos propres smoothies. Plus d'infos, vous pouvez trouver sur leur site web. Est-ce qu'il y a des questions, Héloïse? Alors, il y a quelqu'un qui demande si My Healthy Box, c'est bio. Ça, c'est une très bonne question. Je pense pas qu'ils sont certifiés bio à ce moment. Mais ça, je peux vérifier et on peut revenir vers la personne avec la question après. Pas d'autres questions? Non. Alors, des innovations au niveau de la distribution. Beefsteak, qui est une application qui essaye de mettre en contact les producteurs de viande ou les éleveurs de viande et les mangeurs. Et l'application permet de commander en ligne des paniers via un système d'abonnement directement au sein des éleveurs. Et donc, c'est la solution idéale si vous voulez avoir de la viande en circuit court. Ils ont des descriptions complètes des éleveurs avec ils travaillent pour que vous pouvez voir
si la méthodologie d'élevage, ça vous convient, si c'est en lien avec vos normes et vos principes. Vous avez bien sûr aussi dans les abonnements plusieurs choix. Vous avez les abonnements pour le consommateur, il y a aussi les abonnements pour le HoReCa. Et c'est vraiment quelque chose qui manquait un peu à Bruxelles, c'est de trouver de la viande de bonne qualité, locale, en circuit court. Et Beefsteak a pour moi la solution pour cela. Et ils l'ont fait d'une manière très moderne. C'est une application. On va pas dire que ça tourne d'elle-même parce qu'on sait tous que derrière une application, il y a pas mal de travail. Mais c'est quand même une manière innovante pour acheter de la viande locale et en circuit court. La bourse aux dons, quand on parle d'application, celle-ci est aussi pas mal. C'est devenu on va dire, un des premiers outils que moi je conseille toujours dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est une application qui va mettre en contact les organisations qui sont à la recherche des invendus pour la transformation, pour le don alimentaire, et les organisations, les distributeurs, les producteurs qui ont des invendus. Et l'application va essayer de les mettre en lien. Et les résultats sont quand même surprenants. Quand on regarde, ils ont déjà distribué 10 millions de repas via la bourse aux dons en Belgique. L'année passée, ils ont fait une action autour des pommes de terre wallonnes qui a fait que 100 000 kilos étaient récupérés et réutilisés. Donc, ils ont vraiment la possibilité de trouver des solutions pour des grands volumes d'invendus. L'avantage, c'est aussi qu'ils ont un grand aperçu du secteur. Ils connaissent bien d'un côté les distributeurs et les flux d'invendus qui sont disponibles chez eux. Et de l'autre côté, ils connaissent bien le secteur du don alimentaire et leurs besoins au niveau des produits. Donc, si vous êtes dans un des deux cas, soit vous êtes à la recherche des invendus pour intégrer dans votre organisation, soit vous avez des invendus et vous savez pas quoi en faire, la bourse aux dons est vraiment le site web pour y aller et ils peuvent vous aider à trouver des solutions pour toutes les invendus. Petit chapitre, Héloïse, des questions? Il y a Corinne qui demande qui ramasse les invendus. Pour la bourse aux dons? Oui. Ça dépend un peu. Ils travaillent sur un système logistique, ils ont une logistique à disposition, mais parfois c'est le distributeur qui va déposer les produits, parfois c'est l'organisme qui reçoit le don qui doit venir collecter. Donc tout cela, c'est vraiment, on va dire, négocier entre les deux parties pour trouver la meilleure solution. Ceci dit, en général, c'est les organisations de dons qui vont devoir chercher les invendus. Agriculture urbaine, on se retrouve avec Aquaponie Bruxelles. On a déjà eu dans le premier webinaire le grand projet d'aquaponie sur les serres, sur l'abattoir de Anderlecht. Mais ici, on a une ASBL qui vous aide à mettre en place vos systèmes d'aquaponie chez vous. Ça peut être à l'intérieur, dans vos jardins, et ils ont plusieurs projets pour cela. Ils ont des petits bacs, des petits systèmes d'aquaponie qui sont pas plus grands que 1 mètre ou 2 mètres sur 1 mètre, dans laquelle vous avez les poissons et vous pouvez mettre les plantes au-dessus. Mais ils ont aussi des projets plus grands avec des étangs complets, comme vous voyez sur la photo, et des espaces des espaces potagers à côté. Le principe de l'aquaponie est très simple. On a les nutriments, les déchets des poissons qui sont utilisés comme nutriments par les plantes. De nouveau, c'est pas seulement l'aquaponie qui est un concept très innovant pour moi, mais c'est la vente d'un service
Et donc, on a hésité très longtemps où mettre aquaponie. Est-ce qu'on va les mettre dans les services? Est-ce qu'on va les mettre dans l'agriculture urbaine? On a choisi pour agriculture urbaine, mais faut savoir que c'est en gros un service qui se vend et qui va vous aider à installer vos systèmes aquaponie chez vous, soit dans votre entreprise, soit dans votre maison privée. Peace and Love a un système d'agriculture urbaine qui travaille en hauteur. L'innovation dans ce projet-ci, c'est que au lieu d'avoir une culture sur un toit et on a une couche, on va dire, de plantes qui poussent, ils vont installer un système de murs sur laquelle il y a plusieurs étages de plantes qui vont pouvoir pousser. Ça a comme avantage que on peut capter beaucoup plus de lumière et on peut faire multiples étages de plantes, multiples étages dit une beaucoup plus grande récolte. Vous voyez là les photos des différents systèmes qu'ils ont mis en place. Ils ont déjà quelques systèmes à Bruxelles et les fermes qu'ils installent, ils travaillent avec un système d'abonnement qui vont vous permettre de venir récolter vos propres légumes dans votre propre parcelle, soit sur le toit, soit dans une production dans le sol. Le concept ne travaille pas uniquement à Bruxelles, ils sont aussi actifs à Paris et ils sont aussi au club de sport David Lloyd où ils ont installé une grande ferme pour les personnes qui veulent, à côté de faire du sport, récolter leurs légumes et leurs fruits frais. De nouveau, un chapitre très réduit. Héloïse, il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, on regarde l'économie sociale. On va commencer avec Atelier Grow Thailand et c'est très difficile de caractériser Atelier Grow Thailand, mais c'est plus facile de raconter l'histoire. Ils ont commencé comme un petit restaurant d'insertion sociale et en un peu moins que 10 ans, c'est devenu un restaurant Belmundo qui est en gros la prolongation du restaurant économie sociale à la base, mais qui est maintenant aussi ouvert le soir pour encore mieux former le personnel, pour les permettre de travailler le soir, parce que ils avaient constaté que pas mal de leur personnel sortait de la formation, mais n'était pas adapté à travailler dans l'ORECA, dans le sens qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler le soir. Et donc, ça, c'est une des innovations, c'est que c'est un restaurant d'insertion, mais qui permet aussi aux personnes en insertion, en formation, de travailler le soir, notamment les jeudis et les vendredis. À côté du restaurant, ils ont ouvert plein de différents autres projets. Ils ont le Food Up qui est un supermarché biologique qui met l'accent sur l'origine des produits et où vous pouvez avoir de l'info détaillée sur tous les fournisseurs de leurs produits. Ils ont aussi plusieurs potagers en ville. Ils ont un potager sur le toit de l'abattoir. Ils ont un potager juste derrière leur bâtiment à Molenbeek. Et les légumes sont d'un côté vendus dans leur magasin et de l'autre côté vendus transformés dans leur cuisine. Ils font aussi la récupération des invendus, notamment via de l'Est, ce qui fait que leur cuisine est basée d'un côté sur les produits récupérés de l'Est et de l'autre côté sur les légumes et les fruits qu'ils produisent eux-mêmes. C'est aussi un concept zéro déchet. Ils essayaient de limiter au maximum tout ce qui est plastique et tous les produits sont récupérés. Une fois qu'un produit est plus possible de le vendre dans le supermarché Food Up, c'est automatiquement transformé dans le restaurant et ça fait en sorte qu'il y a zéro déchet alimentaire dans leur projet. Ils ont commencé aussi à ouvrir des restaurants ou des cantines entreprises, notamment le restaurant de Bruxelles Environnement, qui est géré par Atelier Grow Thailand. Lilo, là on va encore une étape plus loin. Ici on a un public de sans-abri qu'on veut former au métier de l'ORECA. Lilo en soi est une organisation qui travaille déjà depuis 60 ans
pour aider les sans-abri. Mais ils ont récemment lancé une nouvelle activité économique, c'est les pots de Lilo. Et ils ont commencé à faire des tapenades, des houmous, pour financer leurs activités, mais deux aussi pour permettre à certaines personnes de s'insérer dans le marché du travail. Ils ont fait aussi un projet de production de soupe pour les écoles, pour la commune de Saint-Gilles, et les résultats de ce projet-là vont être bientôt présentés. Mais donc, c'est vraiment devenu d'une organisation qui lutte contre le sans-abrisme, une organisation qui fait la production des produits transformés en alimentation durable. Refresh, encore une organisation qui a mis l'accent fort dans tout ce qui est insertion, qui a commencé, on va dire, avec un restaurant, une cantine du quartier, où ils produisent tous les jours un lunch très très agréable, mais ils ont élargi leurs activités. Ils ont installé, comme vous pouvez voir, un joli jardin avec une petite autoproduction, et ils font énormément de sensibilisation. Ils ont fait une enquête récemment au sein d'une école secondaire à Etterbeek, et les résultats de cette étude-là vont être présentés fin de l'année, avec comme objectif de stimuler le débat autour de la mauvaise alimentation dans les écoles. Ils ont aussi un projet d'agriculture urbaine sur le toit, et donc ils essayent vraiment de dynamiser le quartier avec une vision totale d'alimentation durable. Et je pense qu'ils vont continuer à le faire, ils vont continuer à développer des activités innovantes. Peut-être encore un dernier détail, ils ont aussi testé le broyeur de vieux pain. C'était une machine qui était produite en France, qui permettait de broyer du vieux pain pour le transformer en farine. Et donc, une partie de leurs desserts sont faits à base de vieux pain qui est broyé pour le transformer en farine et nouvelle pâtisserie. Héloïse, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions, je continue. Innovation dans la mutualisation d'espaces et d'équipements. Peut-être certaines personnes vont dire oui, on a déjà vu ça dans un webinaire du Rabat. Oui, on l'a aussi présenté dans les systèmes d'aide pour les entrepreneurs qui veulent démarrer leurs activités. Mais je pense qu'il faut quand même se rappeler que c'est une activité innovante qui est très important pour les startups et qui les aide vraiment à pouvoir développer leurs produits. Le premier, c'est coworking, c'est une cuisine partagée à petite échelle pour les personnes qui veulent démarrer des activités en Horeca. Et on voit que certaines activités, après, ils grandissent comme MadLab et qui après installent leur propre atelier, mais qui sont passés via coworking pour le développement de leurs produits. Et donc, tu peux louer un espace de cuisine pour des périodes très courtes, pour tester vos produits, pour faire, pour optimaliser la chaîne de production. Et c'est vraiment un outil précieux pour les entrepreneurs qui démarrent des activités. Ils ont fait un espace virtuel qui s'appelle Cookwork, qui est une plateforme qui est active sur toute la Belgique, où ils mettent à disposition des cuisines professionnelles partagées. Parce que les cuisines professionnelles sont pas utilisées tout le temps. Et donc, via Cookwork, ils ont ouvert un réseau qui permet de trouver facilement des cuisines professionnelles à disposition des jeunes entrepreneurs qui veulent commencer à tester, à produire leurs nouveaux produits. Il y a le Brussels Food Business Center, le BFBC. Là, on est un peu sur le même concept de coworking, mais à plus grande échelle. Donc ici, les espaces sont un peu plus grands, ils sont mieux adaptés à la production en plus grand volume. Ils ont aussi des conseils d'experts, des espaces de stockage,
Ils peuvent vous aider à développer votre réseau commercial. Donc, ils ont vraiment, on va dire, l'étape suivante. Une fois que votre produit est développé, vous pouvez aller vers eux et commencer à produire dans le Brussels Food Business Center. Et il y a aussi après-service qui se retrouve de nouveau un peu entre euh, deux parties de l'alimentation durable. D'un côté, c'est un espace qui est mis à disposition pour la production alimentaire. De l'autre côté, c'est aussi un projet économie sociale. C'est un projet qui travaille avec des personnes porteuses d'un handicap. Et donc, après service, depuis de nombreuses années, il existe à Bruxelles, mais ils ont installé un projet très innovant qui s'appelle Après Cooking en 2018, qui est un espace de 500 mètres carrés de transformation qui peut être séparé en 5 cuisines de production et qui peut faire la production alimentaire pour vous. Donc, ils travaillent avec leur propre personnel. Ils ont juste besoin d'une fiche de production et ils vont s'occuper de la production pour vous. Donc ça, c'est, on va dire, la dernière étape. Si vous voulez encore élargir votre production, vous pouvez faire appel à eux et ils vont essayer ils vont pas essayer, ils vont produire vos produits pour vous. Dans le même système, il y a aussi encore Travi, qui est encore un peu plus grand, qui est basé à Anderlecht et qui offre les mêmes types de services. Voilà. Héloïse, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de question. Alors, on est arrivé aux conclusions et on va vous offrir quelques éléments d'observation. Euh, c'est un peu notre sentiment par rapport à tous les projets qu'on a vus, tout le feedback qu'on a reçu des membres. C'est pas des données chiffrées, mais je pense qu'il y a quand même certaines conclusions très intéressantes. Euh, on constate parfois une incohérence entre la clientèle visée et la réalité de lancement d'une entreprise. On veut par exemple souvent mettre à disposition des produits alimentation durable aussi aux personnes plus démunies. Mais malheureusement, dans un start-up, les coûts d'investissement sont lourds, les produits sont un peu plus chers et donc ils se prêtent pas vraiment à des projets, à être vendus aux personnes plus démunies. Et donc on voit parfois qu'on veut créer un projet qui est 100% alimentation durable et qui est bio, local, euh, qui est pas cher parce que ça doit être vendu aux personnes plus démunies. Et la combinaison de toutes les axes alimentation durable dans un produit est souvent compliquée. Et on a vu dans le premier webinaire aussi que Little Food avait un peu de soucis avec cela. Et je pense que ça, c'est quand même un des grandes conclusions, c'est que c'est bien de se lancer dans le monde d'alimentation durable. Il y a de la place, mais il faut parfois être raisonnable et pas vouloir intégrer toutes les dimensions d'alimentation durable dans vos produits ou services. Le deuxième s'ajoute à ça, si le produit est trop cher, vous allez risquer de ne pas le vendre. Et donc, il faut quand même trouver un équilibre entre un produit qui est commercialisable et un produit durable. Et donc, ce équilibre n'est pas facile, mais comme on a déjà dit dans les webinaires précédents, il existe des accompagnateurs qui peuvent vous aider avec le volet financier et le développement du business plan de vos activités. Si vous commencez une activité, à un moment ou l'autre, il faut élargir l'activité. Et ça, c'est pas toujours facile. Ce scale-up demande du temps et demande beaucoup d'investissement encore. Et donc, on voit souvent des gens qui ont développé un très chouette produit, mais qui ont fait un sprint pour développer le produit et qui se réalisent pas qu'à ce moment, le délai
avant que le produit ou le service devienne rentable est encore longue. Et c'est comme Lidl Food l'a dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et donc, il faut se réaliser que pour arriver au point de break-even, il faut une certaine volume de vente. Et donc, ça prend du temps de le réaliser. Au début, pas mal de projets dépendent des subsides, ce qui est bien et pour laquelle l'univers bruxellois est quand même bien conçu. On a déjà en parlé dans le webinaire précédent. Il y a pas mal de projets de subsides pour le lancement de projets, mais à un moment ou l'autre, le projet doit être pérenne parce qu'on ne peut pas continuer à subsidier des projets éternellement. Et donc, de nouveau, en lien avec le point précédent, après quelques années, les subsides vont tomber et il faut vivre de sa propre vente et c'est quand même un moment clé dans le développement de votre entreprise. Et l'importance de partenariat, je pense que ça c'est très clair. Là, le rabat peut aussi vous aider à trouver des partenaires, des partenariats, mais vous êtes rarement seul. Il y a 10 ans, ça pourrait arriver que vous allez avoir une idée et on ne trouvait pas de solution pour vous. Entre-temps, on a tellement d'organisations actives dans l'alimentation durable qu'il y a toujours des partenaires qui sont prêts à vous aider et qui peuvent vous aider avec quasi tous vos problèmes. Au niveau des ressources humaines, on a quand même aussi le problème que souvent les fondateurs, ils se payent pas. Et donc, on se trouve sans salaire, c'est épuisant. On met énormément des heures dans le projet. Et donc, comme déjà dit, c'est un marathon. Et donc, il faut quand même regarder aussi sur le long terme, est-ce que votre modèle va être financièrement sain. On travaille aussi beaucoup avec des bénévoles, mais là, parfois ça demande beaucoup de temps de travailler avec des bénévoles, et deux, ça peut pas durer éternellement de continuer à travailler avec des bénévoles. Au début, ça marche souvent bien, mais après un certain temps, ça devient difficile d'encore motiver les bénévoles. On constate qu'il y a pas mal de projets qui se mettent en coopérative pour multiples raisons. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée de commencer comme coopératif et après éventuellement encore transformer le business model. Et l'approvisionnement, on a vu pas mal de produits ou de services qui travaillent à base des invendus, mais ça devient de plus en plus difficile aussi d'encore trouver des invendus. Ce qui est d'un côté bien parce que ça veut probablement dire qu'il y a une réduction du gaspillage alimentaire. Mais il faut quand même pouvoir continuer à s'approvisionner et ça c'est pas toujours facile. Moi je me souviens le cas de Brussels Beer Project et leur bière Babylone. Ils avaient travaillé avec un Delhaize pour s'approvisionner en vieux pain et tout d'un coup il y avait une plus grande demande de leur bière. Mais alors il fallait faire l'approvisionnement via multiples magasins de Delhaize. Multiples magasins de Delhaize, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'un magasin, le travail était fait par Atelier Grooteiland. Dans multiples magasins, il fallait travailler avec des personnes qui faisaient la collecte et le transport vers le site de Atelier Grooteiland qui faisait la transformation du vieux pain. Et ça a pris un certain temps avant que ce scale-up du projet, les sources d'approvisionnement étaient assurées et que le projet pouvait continuer avec la même rentabilité. Parce que trouver le vieux pain n'était pas le souci, mais le rendre sur place à un coût qui était viable était beaucoup plus compliqué. Et alors, comme dernière slide, quelques éléments d'observation par rapport à maintenant et il y a 13 ans, 15 ans, quand le rabat a commencé ses premières activités, on voit que le secteur a fortement changé. On est passé des magasins classiques bio avec plein de produits allemands, très peu de produits frais, vers plein de différents concepts de magasins. Bio avec plein de frais, des magasins zéro déchet. On a vu dans le premier webinaire Belgomerkt
qui a vraiment un projet uniquement axé sur les produits belges. Et donc, on voit plein de différents concepts, on voit plein de différents magasins, ce qui montre qu'il y a plus de demandes et que le secteur est fortement en train de grandir. Dans les 15 dernières années, on a fait la découverte des invendus alimentaires. On n'en parlait pas avant. Maintenant, on ne les a pas seulement découverts, on a fait pas mal de projets de transformation. On a vu certains projets comme les bières à base de vieux pain, les produits à base de drèche de la bière, on a les champignons à base de marc de café qui utilisent ces invendus alimentaires ou ces déchets alimentaires pour créer des nouveaux produits. C'est des projets très intéressants et je pense qu'on va encore voir des nouvelles qui vont apparaître sur le marché bientôt. Moi, je vois aussi des projets informatifs, purement sensibilisation, qui sont partiellement repris par des projets commerciaux avec un volet de sensibilisation. Pas mal de projets constatent que purement la vente, c'est très difficile de rendre leur projet financièrement viable et on organise des workshops. Et on commence à faire des workshops de fermentation, des workshops de conserverie, mais aussi des workshops en agriculture urbaine. Et ce type de projets sont souvent un peu plus viables de manière économique parce qu'il y a deux revenus. D'un côté la vente et de l'autre côté la sensibilisation. Ça montre aussi que le secteur a changé. Il y a 10 ans, le consommateur, il voulait juste être informé. Maintenant, le consommateur est prêt à payer pour des workshops où il peut participer, où il peut apprendre certaines choses. On voit aussi que le consommateur vert, il est bien servi, il trouve pas mal de produits, mais maintenant, c'est le consommateur classique qui commence aussi à acheter des produits bio, des produits locaux. On le voit dans les supermarchés, même quand on entre dans un Aldi, un Lidl, les supermarchés qui avant n'étaient pas très connus pour leur grande gamme en produits durables. Tous ces supermarchés ont aussi des produits écologiques présents et on voit simplement que la demande est là et je pense que ça va aider à continuer à faire évoluer le secteur d'alimentation durable. Et le dernier, c'est que, et ça c'est peut-être le plus frappant, c'est que j'ai vu totalement voir changer la communication. Quand on pensait aux premiers cafés de Oxfam avec leurs emballages en une couleur, aucune photo, on avait l'impression que le consommateur était obligé d'acheter le produit par ses principes, parce que le produit en soi n'était pas du tout vendable. C'était une emballage qui était, on va dire, simplement moche. Et on faisait même pas aucun effort au niveau de la communication. Quand on a vu les produits innovants qu'on a présentés, les emballages, c'est toujours nickel et ça donne envie de manger des produits alimentation durable. Et ça, c'est peut-être la plus grande changement, c'est que avant, on attendait comme secteur que le consommateur venait vers nous, et maintenant, on va à la recherche du consommateur via des stratégies, parfois même très classiques de marketing, mais cela marche et cela fait en sorte que les produits alimentation durable se retrouvent plus souvent au sein des ménages bruxellois. Voilà, je pense que ça c'est tout. Encore un petit rappel qu'il y a toujours le helpdesk du Rabat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va essayer de vous trouver des solutions à toutes vos questions. Et si on ne trouve pas, on va chercher au sein de nos membres pour trouver les bonnes réponses. Héloïse, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a deux questions. La première, c'est pourquoi faut-il toujours croître dans son activité? Est-ce irrévocable ou une croyance? Je pense qu'il ne faut pas toujours croître dans les activités, mais il faut avoir une échelle minimum viable. Et donc, quand on fait le prototypage d'un produit, on est à toute petite échelle. Et cette échelle-là ne permet pas de vendre assez pour avoir un revenu stable pour permettre de continuer à travailler à son projet.
Et donc, il faut quand même une production minimale, ce qui ne veut pas dire qu'il faut une entreprise avec 20 personnes, 100 personnes qui font la production, mais il faut un minimum de ventes. Et donc, il faut trouver un équilibre et c'est pas toujours facile de trouver ce équilibre parce qu'il y a bien sûr des avantages d'échelle au niveau de la distribution et au niveau de la production. Et donc, arriver dans une plus grande production permet parfois d'être plus rentable. Et la deuxième question? Alors c'est Caroline, et je comprends pas bien parce qu'il n'y a pas vraiment de phrase ni rien du tout. C'est les formations workshop en saturation. Oui, j'ai aucune idée. Est-ce que la personne peut reformuler la question? C'est Caroline. Ah oui. Peut-être il y a des autres questions entre-temps. Non, il n'y a pas d'autres questions entre-temps. Voilà, pour les personnes qui sont encore présentes aussi, si vous avez des idées pour des nouveaux workshops, n'hésitez pas à nous faire parvenir sur info@rabat.be. On est toujours à la recherche des thématiques pour des webinaires, donc n'hésitez pas à nous faire vos suggestions et on va essayer de le mettre en place parce qu'on a l'impression que c'est fort apprécié et que l'information peut être utilisée aussi par les personnes qui peuvent pas être présentes au workshop, ce qui est quand même un plus-value. Alors Caroline a rajouté le nombre de propositions va être en saturation. Pardon, le nombre de? Propositions va être en saturation. Voilà. Donc elle a dit les formations workshop en saturation et Ouais. puis le nombre de propositions va être en saturation. Je pense personnellement qu'on est encore en loin de la saturation. Je pense que les workshops, c'est surtout les consommateurs très écologiques qui les suivent. Et je pense qu'on le voit dans la vente des produits, il y a encore une augmentation de vente vers les consommateurs qui sont pas a priori écologiques, mais qui aiment bien l'emballage, qui aiment bien le goût. Et je pense que le prochain cible pour les workshops, ça doit être ces personnes-là qui sont pas nécessairement touchées par l'alimentation durable, mais qui sont plutôt touchées parce que ils aiment bien le goût, ils aiment bien euh, le service qui est offert. Et donc, je pense qu'il y aura encore de la marche pour les workshops, mais il faut changer un peu la communication, faut attaquer à un autre cible, et donc, ça demandera de nouveau des modifications dans l'offre et dans les workshops qui sont offerts. Voilà, on reste encore disponible s'il y a des autres questions. Il n'y en a pas d'autres pour le moment. Karine demande quid en Flandre. Cuit en Flandre. En Flandre, c'est un peu différent. Moi, j'ai l'impression que l'innovation en Flandre met beaucoup l'accent sur la haute technologie. C'est-à-dire que on va transformer, par exemple, les invendus alimentaires via des processus plus complexes de transformation pour créer des protéines qui peuvent être utilisés comme additifs alimentaires ou dans des autres secteurs industriels. Et donc moi j'ai l'impression que à Bruxelles on part des concepts euh, simples mais qui marchent et qui sont plus faciles à mettre en œuvre, tant qu'en Flandre on met plus l'accent sur des projets de grande vigueur qui demandent beaucoup d'investissement, qui demandent beaucoup de technologie. Et je suis pas sûr si c'est la bonne stratégie. On va le voir dans quelques années quand ces premiers projets vont devoir faire le test d'être rentables ou pas.
Voilà. Et alors, il y a Marie-Noël qui dit qu'il faut mentionner les cuisines de quartier pour faire connaître le projet. Les cuisines de quartier vont devenir membres du Rabat, donc on peut en parler bientôt dans le newsletter. Mais donc on va certainement en parler. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je propose qu'on va doucement clôturer ce webinaire. Merci à vous tous et j'espère de vous revoir rapidement dans une de nos prochaines activités.